C'est Qu'est-ce quoi que c'est ça? que ce truc, ça? Ah oui, je vois. Alors, il faut l'agrandir. Tu crois que c'est la peine? Oui, c'est la peine. T'es sûr que c'est parce pas une photo de vacances? Non, non, vas-y, tu vas voir. Ah oui, d'accord. Ça m'intéresse énormément. Eh bien, bonjour à tous. Nous revoilà sur le Jump Seat avec le professeur Leminck. On va continuer la fine discussion sur les avions de combat à décollage court et vertical. On a commencé cette discussion il y a quelques jours, donc dans une première partie de l'émission où on abordait une bonne partie des solutions techniques plus ou moins flamboyantes et bien pensées des années 50 à 60. Et là, tout doucement, on est arrivé à la fin des années, on va dire 60, 70. 70, mettons, environ. Voilà, Ouais. début des années 70, fin des années 70. Enfin, Ouais. on voit que l'entonnoir se resserre quand même, puisqu'il y a eu beaucoup d'évolutions envisagées, et puis on converge tranquillement vers des nouvelles solutions qui vont in fine aboutir au programme F-35 qu'on adore tous ici, autant que nous sommes, et qui sera le point d'orgue de cette discussion. François, donc, merci d'être revenu. Ouais, je t'en prie. Et donc, on va reprendre le train en marche en évoquant quelques-uns des projets qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer la dernière fois. Et donc, dans cette course à l'évolution, on a quand même encore quelques trucs bizarres avant d'entrer dans le dur et dans le JSF. Donc voilà ce bel objet, le mariage d'une boîte à lettres ou d'une boîte à pain avec une espèce de F-16. Ce qu'on voit, c'est un fantasme que la NASA a poursuivi pendant pas mal de temps. Ils avaient conclu avec les Anglais qu'il fallait qu'un seul moteur pour décoller et atterrir verticalement. Pourquoi ? Rapport à tous les problèmes de sécurité en cas de panne moteur, finalement, ils se rendaient bien compte que plus il y a de moteurs, plus il y a de panne. Donc en fin de compte, les Anglais avaient tranché avec leur arrière en disant, puisque de toute façon, en cas de panne moteur, on est très mal et l'avion est perdu, autant n'avoir qu'un seul moteur. Qu'on en ait un, deux ou trois, c'est pareil. Ouais. Voilà. Et d'ajouter, d'ailleurs, les Anglais, autant que ce soit un Rolls-Royce. Oui. Mais bon, ça, c'est une conclusion personnelle. Et les Américains se sont rendus à cette conclusion qu'effectivement, il vaut mieux avoir qu'un seul moteur. Donc, attirer verticalement avec un seul moteur, il y a deux solutions. Soit le moteur pousse comme un fou, soit on arrive à amplifier la poussée du moteur. Et ce que les Américains... Ponctuellement pour l'atterrissage vertical. Ce que les Américains ont eu comme idée pendant pas mal de temps, c'est dire, je vais prélever beaucoup d'air comprimé au moteur, je vais éjecter cet air comprimé à travers des persiennes, et l'air ambiant va être tellement enthousiasmé de voir cet air éjecté qu'il va participer, qu'il va donc augmenter le débit d'air et va se mélanger avec l'air qui sort des persiennes, et donc ça va augmenter la poussée. Alors la NASA, elle avait plein de calculs, vraiment plein de calculs, qui donnaient des résultats vraiment très très intéressants, y compris ce qu'on voit là, c'est-à-dire une maquette en soufflerie, où effectivement ils avaient trituré une maquette entre d'air ventral, peut-être F-16, mais un F-16 Delta, mais pourquoi pas. XL, quoi. Un F-16 XL, donc quand même de très bon goût. Et puis, cette idée de prendre l'air comprimé du moteur et puis le balancer dans ces sortes de caisses qu'on voit sur les côtés, qui auraient dû, théoriquement, entraîner tout l'air qui était autour. Ils ont eu la bonne idée d'aller en soufflerie, la grande soufflerie de Ames, pour vérifier que ça ne marchait pas. Donc le coefficient d'amplification qu'ils escomptaient n'a jamais été au rendez-vous. L'air n'a jamais accepté les résultats des calculs. L'air était tu, de toute façon. Oui, tout à fait, exactement. C'est ce qui s'est passé. Et alors donc, pour ce qui concerne cette maquette, elle en est restée là. Alors on voit déjà quelque chose qu'on reverra plus tard, c'est une entrée d'air... Tiens, sers-toi de ta cuillère. Une entrée d'air très arrondie, ici, qui est simplement le fait que quand vous êtes à vitesse nulle, et que vous voulez aspirer de l'air, vous avez intérêt à avoir des lèvres d'entrée d'air les plus arrondies possibles. Ce que l'on voit sur tous les avions de ligne. Tous les avions de ligne ont des entrées d'air très arrondies. Pourquoi ? Parce que les filets d'air, les molécules d'air qui sont tout autour de l'entrée d'air, il y a une telle dépression au niveau de l'aspiration qu'il y a intérêt à leur proposer un chemin pas trop compliqué et le plus arrondi possible pour qu'elles acceptent de rentrer. Ce qui se passe lorsque vous donnez des entrées d'air très pointues, avec beaucoup très fines, merci, eh bien, les molécules qui sont proches de l'entrée d'air vont peut-être essayer de rentrer,
mais elles vont créer de tels remous à l'intérieur de l'entrée d'air qu'en fin de compte, l'entrée d'air va se boucher en partie. D'accord. Autrement dit, le moteur n'a pas le débit d'air qu'il demande et il se met à pomper. Mais des lèvres épaisses, c'est pas terrible pour des vitesses supersoniques. Exactement. Ouais. Et donc là, c'est ce qu'on voit sur le Harrier, c'est ce qu'on voit sur le GSF, on ne le voit pas parce qu'il y a des entrées d'air supplémentaires. Pour ce qui concerne les essais basse vitesse, qui sont les essais de Ames, ils avaient carrément mis une entrée d'air à bord très arrondie, pour faire court. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait le Boeing sur le X-32. Lorsqu'ils ont voulu faire les vols stationnaires, là aussi, ils ont mis des entrées d'air très arrondies, en se disant, tant que ça marche pas, c'est pas la peine d'essayer le reste. On en parlera tout à l'heure. On en parlera du surnom de l'avion absolument. aussi, qui fait référence à ses lèvres très arrondies. Tout se tient et rien ne se perd. Surtout, tout est têtu. Qu'est-ce qui est beau, ce truc Il y a deux équipes, en fait. Il y a une équipe qui a fait l'avant et puis une équipe qui a fait l'arrière. Il n'est pas beau, mais c'est pas forcément un avion idiot. Disons que les gens qui ont fait le Harrier poursuivaient eux aussi le fait de voler en supersonique. On a vu avec le projet 1154, avec un Pegasus avec 4 tuyères, dont 2 à post-combustion. Là, on vous renvoie à la première émission, il faut absolument la regarder. On a vu que finalement, le fuselage qui se trouvait derrière les tuyères était quand même passablement encombrant. Et finalement, ce qu'ont fait les Anglais, c'est qu'ils ont trouvé la même chose que chez Chainsvot. Il faut que le réacteur sorte dans l'axe de l'avion. Dès l'instant que le réacteur sort dans l'axe de l'avion, il faut forcément mettre le fuselage arrière ailleurs. Et donc, il crée 2 poutres dans lequel se trouve pas mal de masse de l'avion pour équilibrer l'ensemble de l'avion. Donc cet avion, on ne le voit pas, mais il a 3 tuyères, comme le Chainsvot de l'autre jour. Et par contre, à une différence près, c'est que cet avion n'a pas de post-combustion sur la tuyère centrale. Par contre, il a la post-combustion sur les le flux. D'accord, donc il est supersonique quand même. Il est supersonique. Quand même, c'était une bécane qui était donnée pour plus de 20 tonnes au décollage, en décollage court. Et grosso modo, d'un point de vue perfo, il n'était pas forcément ridicule. Et il n'y a pas des problèmes de flotteurs là, sur ces bipoutres exactement. supersoniques? Cela dit, il y en a qui ont eu des soucis. Il y en a qui ont essayé. Et puis, une masse pareille, au bout d'une poutre, elle-même accrochée à une voilure, ça risquait quand même de poser beaucoup de problèmes. La voilure était forcément en carbone, sinon ça ne passait pas. Autre petit problème, l'entrée du moteur était tout près de l'entrée d'air, ce qui fait qu'on pouvait dire adieu à toute notion de signature radar allégée. C'était pas la préoccupation à l'époque, peut-être. Autrement dit, cet avion était en quelque sorte la dernière tentative anglaise de faire un avion supersonique dans la filière arrière sans tenir compte de la discrétion. Autrement dit, c'était en quelque sorte la presque bonne réponse à une question qui était devenue obsolète. Qui ne se posait plus, oui. C'était une fin de race. Sachant aussi que ça, c'était les derniers travaux de Kingston, de BAE Kingston, qui travaillaient sur le Harrier. C'est-à-dire ceux qui venaient de Hawker. N'oublions pas, Hawker. Sachant qu'à la même époque, il y avait un autre bureau d'études à Wharton. Là, c'était British Electric, c'est-à-dire le TSR-2 et le Lightning. Eux aussi avaient des projets d'écollage vertical, beaucoup plus ridicule que ça, qui fait que c'était malgré tout Kingston qui proposait la meilleure solution. La moins mauvaise. La moins mauvaise, effectivement. Sachant par exemple que lorsqu'ils parlaient avec les Américains, il faut savoir que ce projet-là n'était pas montré aux Américains. Ils avaient un autre projet avec lequel ils discutaient avec les Américains, mais celui-ci était British Eyes Only. Ah là là, ils sont fourbes, ces Anglais. Ils sont fourbes. Le fait est que, de toute façon, ils n'ont pas eu financement. Oui. Thatcher est passé pour visiter une maquette à l'échella. Et puis, voilà. Et puis, Kingston a fermé. Voilà. Alors, pendant ce temps, les Américains s'amusaient avec ça. Ah oui, alors les Américains, ils continuent, ils persistent et signent. La maquette en soufflerie ne leur a pas suffi. Ils ont dit non, on va continuer à injecter de l'air comprimé à travers la voilure, à travers des canards, on va balancer de l'air, vous allez voir, ça va marcher. Le coefficient d'augmentation calculé va être le bon. Non, ça n'a pas été le cas. Cette machine, le XFV12, heureusement, n'a jamais tenté le décollage vertical.
Et de toute façon, peut-être qu'il a volé, mais sous élingue. C'est-à-dire qu'il avait une sécurité au cas où ça tombe. Et ça s'est terminé comme ça. Au portique. Et ce proto a été la dernière tentative des Américains de faire de l'augmented lift. C'est-à-dire faire participer l'air statique ambiant à la poussée totale. Alors, c'est pas vraiment un proto, hein, c'est un... Ah non, c'est un démonstrateur. C'est un démonstrateur. On reconnaît le nez d'un Skyhawk, d'ailleurs. Hein, oui, ils ont bricolé un truc. Il est fait de briquet de broc. Voilà. Oui, tout à fait. Donc là, on arrive dans une autre étude. C'est la même étude, mais qui continue, à savoir que les Anglais avaient vendu le Harrier aux Marines, à l'US Marines, et les Marines disaient « ça serait bien d'avoir le successeur du Harrier ». Ils avaient fait le AV-8B, qui était déjà une amélioration assez forte du Harrier, mais ils avaient dans l'idée de... Dans le McDonnell Douglas, qui avait Tout à fait. Fait ça. Ils avaient dans l'idée de continuer et de faire encore mieux. Donc, il y avait des études en commun, Grande-Bretagne et États-Unis, pour travailler sur ce fameux successeur. Il faut reconnaître, ça a commencé en 85, cette affaire. Donc là, on a ce projet... Oui, ce projet qui est quand même assez iconoclaste. Compliqué à lire, ce dessin, d'ailleurs. Oui, si tu peux l'agrandir un tout petit peu. Mais je peux le faire, oui. Alors, on a... la vue de côté est très bien. Ouais. Alors, voilà un avion... Déjà, c'est des avions qui sont dans la filière de faire un avion discret. Première chose. Donc, c'est un avion qui a, on le voit au-dessus, une soute d'armement, avec quand même missiles air-air et air-sol. Donc, il y a quand même déjà une soute qui est assez balèze. Et ensuite, on voit surtout, vue de côté, une entrée d'air qui se trouve dorsale. Et si on suit les filets d'air qui rentrent, on voit qu'ils font demi-tour, qui rentrent dans le moteur, entre guillemets, à l'envers, que le moteur fonctionne à l'envers, à sa guise, bien entendu. Si on ne fait rien, les jets et réacteurs vont sortir dans le mauvais sens. Par conséquent, on voit sur le dessus le fait que le réacteur inverse ses tuyères pour les éjecter vers l'arrière. Autrement dit, on a un avion qui a un réacteur qui est complètement dans le fuselage arrière, qui n'a pratiquement pas d'impact sur l'avant du fuselage et dont les tuyères sont au centre de gravité. Donc d'un point de vue décollage, atterrissage vertical, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Du coup, tout le fuselage avant est entièrement libre pour faire exactement ce qu'on veut. Mais on voit pas, à savoir une soute d'armement assez balèze. Comment ? Où sont les sorties où sont les tuyères ? Là, ici, dans l'emplanture. Ah d'accord. Et ce sont elles qui pivotent de 180 degrés. Et en fait, l'air fait 180 degrés. D'accord. Ouais. Alors, les 180 degrés, on pourrait se rouler par terre en disant ça va être épouvantable. Il y a de la perte de charge dans un 180 degrés, mais si tu te débrouilles bien, c'est pas encore la mort. D'accord. Tu dois pouvoir y arriver. Alors là, il faut reconnaître que d'un point de vue masquage du moteur, alors là, nickel, là c'est sûr que les ondes radar vont avoir du mal à trouver la face avant moteur. Du coup, ils mettaient du carburant complètement à l'arrière. C'est pratique ça pour le centre de gravité. Du coup, ils en mettent complètement à l'avant aussi, ils sont obligés. Et voilà une configuration aéro, une configuration de propulsion en tout cas, que Lockheed a mis sur la table en disant si vous m'embêtez, je fais ça. Et du coup, on l'a laissé tranquille. Voilà, du coup, on a dit on va les laisser cuver un petit peu, et puis on reviendra demain, et ils seront peut-être dégrisés. D'accord. Mais c'était très rigolo. Mais finalement, il y a une logique qui se tient, qui se défend. Bien sûr, on le fait pas, et puis c'est tout. Donc on retient que c'était rigolo. Ça permet de se détendre. Et là, on se rapproche un petit peu de choses qu'on commence à connaître. Voilà, exactement. Alors là, on est davantage dans une configuration qui rappelle quelque chose, à savoir la soute d'armement se trouve au centre de gravité, pas plus mal, plutôt sur les côtés. Vous avez à l'avant un fan qui est entraîné mécaniquement par le moteur. Une soufflante. Et puis, une soufflante, effectivement. Ouais. Et puis, donc là, on a quasiment la configuration du JSF vers cette époque-là. Cela dit, c'était JSF version F-35, attention. Tout à fait. Version Lockheed Martin. Oui, F-35B, excusez-moi. Sachant que c'est pas parce que ça avait été montré en 85 ou 90 que c'était vendu pour autant. Parce qu'il y avait encore plein de configurations possibles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un double empennage, celui-là aussi. Non, tu as un empennage et des dérives avec beaucoup de dièdres. Cette partie qui est ici, ce sont des dérives inclinées.
Oui, c'est ce que je disais dans l'empennage. Il y a un empennage vertical, un empennage horizontal. Tout à fait. Alors, pourquoi ? Parce que ils partent sur l'idée de faire un avion de combat, donc ils estiment que de toute façon, il faut des dérives conséquentes. D'accord. Là aussi, on voit plutôt des missiles RR, on ne voit pas très bien, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'air-sol là-dedans. Il faut reconnaître. Alors, aussi, on va peut-être le voir plus tard, il y a aussi toutes les configurations qui ont consisté à se dire qu'est-ce que l'on fait comme type d'amplification de la poussée, si tu peux agrandir. Ici, on a des configurations qui étaient à moteurs séparés, à savoir, mettons, 2 moteurs basculants dans la voilure, ici, savoir ici 2 moteurs indépendants, ou ici un moteur qui entraîne une soufflante à travers un prélèvement d'air comprimé. D'accord. Ah oui, d'accord. Alors, il y a deux façons. Il y a 2 façons d'entraîner une soufflante à l'avant. Soit tu piques énormément d'air au moteur, tu le dégonfles en quelque sorte, et tu envoies l'air comprimé vers l'avant, et l'air comprimé entraîne une turbine qui, à ce moment-là, a une soufflante. Soit, à la limite, cet air comprimé, tu l'envoies directement à l'avant et tu l'éjectes. C'est un peu dommage, c'est un peu du gaspillage. Soit tu l'envoies vers l'avant, tu l'éjectes et tu allumes une post-combustion. D'accord. Et à ce moment-là, tu augmentes la poussée de la poussée avant. Quand tu allumes une post-combustion, il faut reconnaître que tu crées un joli jet très très chaud à l'avant. Si tu envoies de l'air chaud, de l'air comprimé direct à l'avant, tu l'éjectes, ça va à peu près. Si en plus tu entraînes une soufflante, l'air est encore plus frais. Donc là, on voit qu'il y a des différences de température d'éjection qui sont assez considérables et qui sont au cœur de la discussion qu'on peut avoir en ce qui concerne la poussée de la partie avant. Alors pourquoi la partie avant ? Parce que les Américains veulent faire du supersonique et ils ont décidé une bonne fois pour toutes que le réacteur serait à l'arrière. Par conséquent, il ne peut pas pousser... Pour avoir une PC, quoi. Pour avoir une PC, toujours pareil. Toujours cette idée, bon sang de bois, je veux faire du supersonique. Donc, c'est pour ça que toutes ces discussions ont eu lieu, parce que pour ce qui concerne le nom supersonique, la réponse était déjà connue. C'était le Harrier. C'était l'arrière, d'accord. Tout ça pour ça. C'est bien d'avoir une certitude dans la vie quand tu te poses ce genre de questions. Si tu sais que le réacteur, si tu sais déjà où il est, c'est déjà une bonne question résolue. Ouais. Tout à fait. Donc là, la configuration arrière, et puis là, des configurations où... un peu hybride. Alors, l'entraînement par mécanique est plus intéressant que l'entraînement par air comprimé. De la soufflante, l'entraînement de la soufflante, tout à fait. Donc on est à la configuration... C'est beaucoup plus intéressant pour au moins... Oui, voilà. Cette configuration-là. Là, c'est par air comprimé. Mais... Je sais pas la technique encore. Tu vois, tu te fous de moi. Mais... Ouais, oui, mais toi, tu as des années d'entraînement. Quand on prélève de l'air comprimé du moteur et qu'on l'envoie vers l'avant, il y a au moins 2 choses. On dégonfle entièrement le moteur. Autrement dit, tout l'équilibre compresseur-turbine est entièrement modifié. Et le moteur perd des tours. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'autre part, on balade de l'air chaud, quand même très chaud, dans une tuyauterie qui n'est pas indifférente en encombrement. Quand même, ça demande une belle conduite. Tout ça pour arriver vers l'avant. Lorsque on a un prélèvement mécanique... Avec un arbre de transmission. Finalement, on utilise une turbine qui est déjà là, à l'arrière. Et la seule chose, entre guillemets, qu'on a à faire, c'est traverser le moteur et envoyer l'arbre vers l'avant, jusqu'à la soufflante à l'avant. Petit détail, il faut quand même que le mouvement fasse un 90 degrés d'axe pour arriver à entraîner une soufflante qui, bien sûr, a priori verticale. Donc là, effectivement, il faut payer quelques engrenages et quelques refroidissements, lubrifications et autres. Comme dans un hélicoptère. Qui sont l'apanage de Rolls-Royce. C'est pour ça que la soufflante a été faite par Rolls-Royce. Rolls-Royce était le champion du monde des moteurs à poussée verticale. Pendant toute la durée, il y avait Rolls-Royce et puis Tumansky, en gros, en Russie. Il n'y en avait que 2 qui savaient faire ça correctement. Les Balzac Mirage 3, ils avaient des moteurs Rolls-Royce. Donc Rolls-Royce sait faire des soufflantes compactes avec une très forte puissance au disque. On en reparlera tout à l'heure sur l'F-35, mais petite question rapide justement à propos de cette soufflante Rolls-Royce dans l'avion américain. Est-ce que les Américains ont donné la soufflante à Rolls-Royce
Parce qu'ils ne voulaient pas s'embêter de le développer pour gagner de l'argent et du temps, peut-être? Ou est-ce que c'était un peu aussi pour leur piquer la technologie de la soufflante? Quel était l'équilibre, à ton avis, entre les Il y a deux? la troisième voie qui est de leur donner à Rolls-Royce une technologie, donner un bout, parce que les Anglais et pas mal d'autres Européens ont participé au développement du GSF. Les Anglais se croyaient des participants de premier rang avec le GSF. Par conséquent, leur prestige nécessitait d'avoir des morceaux Noble. des morceaux nobles. Leur donner la soufflante verticale du GSF, c'était la garantie que Rolls-Royce dépense beaucoup d'argent, d'efforts et d'intelligence à un système qui ne sera plus jamais utilisé nulle part ailleurs. Donc c'était une façon de les neutraliser aussi. Ça les neutralise totalement. La R&D qui a été faite sur la soufflante, La recherche, donc. tout à fait, a été et sans issue, si je puis dire, sauf peut-être sur les moteurs civils. Ça peut aider. C'était one shot, quoi. C'était one shot. Ça se trouve, on retrouve ça sur les Trent ou d'autres choses, mais ça ne se retrouve pas sur les moteurs militaires. Or, les Américains, dans leur partenariat entre guillemets avec les Anglais, veillaient bien à ce que les Anglais aient le minimum possible. L'autre exemple, c'est qu'il y avait un deuxième moteur qui était prévu sur le GSF. Il a été supprimé par le Congrès. Et ce moteur, ce deuxième moteur, ce moteur, je crois, avait des parts Rolls-Royce. Et voilà. D'accord. Et voilà. Sachant que les Anglais sont beaucoup plus, le gouvernement anglais est beaucoup plus attaché à des parts de travail sur Rolls-Royce que sur British Aerospace. Ils sont beaucoup plus attentifs à ce que Rolls-Royce garde sa suprématie. C'est le moteur qui tient l'aviation, de toute façon. Tout à fait. Tout à fait. Un avion, tout le monde peut le faire, pratiquement. Un moteur, non, c'est quand même... Non, tout le monde ne peut pas faire un avion, mais il y a beaucoup moins de motoristes de très haut niveau que d'avionneurs de très haut niveau. Tant pis pour moi. Alors là, on commence à rentrer dans l'ère du JSF. Donc là, on voit l'évolution de ce que Lockheed a publié comme esquisse successive sur la façon de faire la configuration aéro de l'avion, sachant qu'en fin de compte, dans tous ces avions, on a exactement la même solution de propus, à savoir une soufflante entièrement à l'avant. Ensuite, on reconnaît systématiquement sur tous les dessins ces petits carrés qui sont ici, qui sont des entrées d'air additionnelles pour le moteur. Entrée d'air dorsale. Entrée d'air dorsale, comme une baleine. D'ailleurs, c'est une baleine. C'est un évent. Ouais. Suivi d'un réacteur qui se trouve à l'arrière, lequel réacteur utilise la tuyère dont on a parlé l'autre jour, qui est une tuyère à trois morceaux qui pivotent vers le bas. Donc ça, avec des anneaux. C'est devenu définitif dans toutes les solutions Lockheed en tout cas. Donc là, Lockheed avait conclu pratiquement déjà en 90-92, ça commençait déjà à sortir. Et par contre, ce qu'ils cherchaient encore, c'est la configuration aéro. Donc ils sont passés gentiment d'une solution Delta Canard à Delta, puis finalement à cause de la discrétion, ils ont fini probablement par aller sur le GSF qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Il y a une chose qui change aussi, c'est qu'on voit sur la première itération, tu n'as pas les entrées d'air latérales. Ou alors elles sont masquées par... tu parles de quoi exactement? Des entrées d'air sur la première version. Elles sont masquées par l'Apex. Si, c'est sous l'Apex. Non, bien sûr. C'est sous l'Apex. Oui, tout à fait. Oui. Alors ça, c'est la solution... Alors, il y a eu trois. Le GSF en lui-même a eu une longue gestation, sachant que les Américains, en parallèle avec le F-22, le F-22 remplaçait le F-15 dans leur esprit. Donc, ils se sont dit, ok, donc il va falloir remplacer le F-16 et le F-18 accessoirement. Donc, F-16 et F-18, ils ont dit, il faut un chasseur moyen. Moyennant quoi, ils disent, que va faire ce chasseur moyen? Ils décident assez vite que ce sera un avion strike, c'est-à-dire capable de transporter à la fois de l'air-air et de l'air-sol. Chose que le F-22 ne faisait pas à l'origine. Le F-22 a reçu des armes air-sol, mais de toute petite taille. Sur le GSF, ils ont choisi une bonne fois pour toutes de mettre des armes air-sol lourdes, telles qu'elles existent aujourd'hui sous les avions le cas échéant même du missile de croisière. Voilà.
un peu modifié quand même. Oui, mais suffisamment compact. Oui, tout à fait, voilà, c'est ça, compacifié. Oui. Donc, ils partent là-dessus. Et au début, finalement, il s'agit de faire un avion remplaçant du F-16 et du A-10 pour le Strike, entre autres, par exemple. Et donc, faire le grand écart entre un A-10 et un F-16, c'est déjà assez incroyable. Au début, ils n'ont pas forcément choisi. Ils ont choisi de faire des soutes, mais ils n'ont pas forcément choisi de faire de l'atterrissage vertical. C'est-à-dire qu'au tout début, on a une filière anglo-américaine qui est l'atterrissage vertical, et on a une filière parallèle, à côté des Américains qui discutent entre eux pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme avion à soute. Assez rapidement, quand même, ils se rendent compte que faire l'avion avec les Anglais, sachant qu'ils vont vouloir là aussi faire un avion discret, c'est en gros faire 2 programmes complètement différents l'un de l'autre. Et en même temps, ils ont le F-22. Et en même temps, finalement, l'US Navy a obtenu son F-18EF. Alors là, quand même, 2 programmes, F-22, F-18EF, plus le machin en question, les 2 programmes éventuellement à faire. Là, ils commencent à se poser des questions et puis ils se disent on ne va pas y arriver quand même. Donc on va dire aux Anglais, bon bah écoutez, on va faire un avion et puis vous allez avoir une version à atterrissage vertical. Alors pourquoi atterrissage vertical? Parce que les Américains veulent remplacer les Marines, les arrières des Marines, et puis les Anglais s'accrochent mordicus sur l'idée que, puisqu'ils ont des porte-avions avec des arrières, il faut absolument avoir un porte-avions avec le successeur qui atterrit aussi verticalement. Ils n'ont absolument pas imprimé le fait que le futur porte-avions pourrait être beaucoup plus gros et qui pourrait revenir à la technologie d'avant. Classique. Voilà. Ils n'ont pas imprimé que, budget aidant, ils allaient pouvoir à nouveau avoir des avions, entre guillemets, normaux. Donc, ils s'accrochent, ils veulent absolument avoir l'atterrissage vertical. Alors, les Américains disent, bon, ok, très bien, eh ben, on va le faire, votre truc. Ça sera une version du JSF. Et c'est comme ça que les 2 programmes ont fusionné et qu'une spécification est sortie en disant, vous devez faire 3 versions. US Air Force, US Navy et l'atterrissage vertical. Donc, il y a eu 3 concurrents qui se sont présentés. Il y a eu McDonnell Douglas qui, en fait, reprend une technologie de... Là, c'est l'une des versions, mais il y a d'autres versions encore où la voilure est entièrement diamant, comme le YF-23. McDonnell Douglas n'a pas compris que le YF-23 a perdu. Ils reprennent l'empennage papillon et une configuration avec une seule direction poubelle sur la furtivité. Donc, c'est un avion intéressant. Toutes les études qui ont été faites avec les Anglais ont démontré qu'il fallait faire un système moteur arrière plus soufflante avant. Donc McDonnell Douglas dit « Ok, je vais faire moteur arrière, soufflante avant ». Lockheed dit « Bon, bah, puisque moi je suis là-dessus, je continue, tant que je gagne, je joue ». Et du coup, McDonnell Douglas et Lockheed sont sur des projets assez proches. Le problème de McDonnell Douglas, c'est qu'ils sont maqués avec British Aerospace. Donc finalement, quitte à prendre 2 avions qui proposent la même chose, autant prendre celui où il n'y a pas les Anglais. Tant qu'à faire. Et là où c'est bizarre, c'est qu'il y avait Boeing à côté. Boeing qui n'avait pas encore acheté McDonnell Douglas. Qui n'avait pas encore acheté McDonnell Douglas. Boeing, aux prémices, avait dit, moi je veux faire du vertical lift, du direct lift, c'est-à-dire moi je veux mettre un moteur au centre de gravité et pousser verticalement, basta, rien d'autre. Et ils avaient une configuration très intéressante, à savoir que eux ils jouaient plutôt sur le fait que l'avion allait être très léger. Et cette configuration, c'était quoi? En gros, on va le voir plus tard, c'était une voilure delta entièrement carbone qui contenait tout le carburant, dessous le moteur planté, accroché à la voilure, dessous aussi les trains d'atterrissage accrochés à la voilure, dessous aussi les soutes d'armement sur les côtés du moteur et un petit fuselage avant qui était là pour loger l'équipage et puis 2 petites poutres à l'arrière pour tenir les dérives. Autrement dit, la configuration structurale était particulièrement économe. En masse. En masse. Et ça promettait quand même de faire un avion avec un devis de masse quand même assez impressionnant, je pense. Assez léger, vraiment très léger. Parce qu'en gros, une fois qu'on avait fabriqué la voilure, je ne dis pas qu'on avait fini la structure, mais on n'était pas très loin. Donc vraiment, c'était, du point de vue structure et légèreté, c'était attractif. Et c'est ce qui faisait que Boeing disait, avec cette architecture-là,
Je peux faire du direct lift parce que je suis léger. D'accord. Alors, et le supersonique? Et le supersonique, une fois que j'ai fait du direct lift, j'ai forcément une poussée d'enfer. Donc le supersonique, je pousse comme un bourrin et ça. Malgré la grosse voilure pour mettre le carbu. La voilure était un peu épaisse, oui, mais je pense que c'était des gens qui avaient réfléchi quand même. D'accord. Ça devait le faire. C'était le Boeing d'avant alors. Oui, peut-être, oui, c'est juste. Le fait est que Boeing arrivait avec une configuration clivante. Et quand on regarde, par exemple, les configurations, les compétitions qui ont eu lieu avant, F-16 et F-18, qui étaient des avions très... F-16 F-17, YF-17, qui étaient des avions très différents, le Cobra, le P-530. Ou bien YF-22, YF-23, où les deux machines, très clairement, n'étaient pas superposables. Le Pentagone s'est dit, en gros, Lockheed est dans ce qu'on a dit. Ils sont complètement dans la rail. Ça va marcher. Donc, on le prend. No-brainer, comme on dit. Voilà. Et à côté, il y a Boeing qui propose un truc rigolo. C'est peut-être une bonne façon d'avoir une compétition à pas cher où on sait qui est-ce qui va gagner. Ça coûte rien d'essayer de toute façon. Ça coûte rien d'essayer. Qu'est-ce que je risque à part avoir une bonne surprise. Donc, Boeing a raflé la place... Donc, il n'y a plus qu'à virer McDonnell et les British. Boeing a raflé la place de McDonnell et Willis et BAE. Et en plus, on joint l'utile à l'agréable, puisque BAE n'est pas dans le programme. Et donc, on se retrouve en compétition, un coup de théâtre étrange, à savoir X-35 et X-32. Alors là, c'est l'une des maquettes échelle 1 et à l'air libre, sous portique, pour vérifier le comportement de la soufflante, du prélèvement et du réacteur arrière. Le train d'atterrissage, ce n'est pas la peine de rentrer, puisque quand on est en atterrissage vertical, logiquement, il est sorti. Par contre, il y a du canard, là. Oui, il y a du canard. C'est la première configuration. C'était le début, c'était la première config de ce qu'on a vu tout à l'heure. Cela dit, ça a validé... cette configuration a quand même validé le comportement mécanique de la chaîne de propus. D'accord. Et puis aussi que la soufflante est bien alimentée, que les entrées d'air qu'on ne voit pas, qui se trouvent sur le dessus du fuselage, sont correctement alimentées, et ainsi de suite. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on a des filets d'air qui sont gravement aspirés par la soufflante, et juste derrière, d'autres filets d'air qui sont là pour assister l'aspiration du réacteur, ce qui fait qu'on peut avoir des entrées d'air à lèvres minces. D'accord. Donc le proto du F-35. Absolument. Et conforme pratiquement à ce dont on a parlé. La grosse différence avec le modèle, enfin une des différences avec le modèle définitif, c'est par exemple la forme des trappes de la soufflante. Oui, tout à fait. Alors là, le goût et des couleurs. Oui. Y a eu les bureaux d'études ont souvent hésité entre avoir des trappes sur les côtés ou une grande écope verticale dorsale. Aujourd'hui, effectivement, on a cette grande écope qui fait un magnifique aérofrein au décollage. Oui, et puis même peut-être un peu de cabré, on ne peut pas savoir. Et puis surtout, ça peut faire aussi une magnifique gêne en cas d'éjection. Mais le fait est que ça doit fonctionner, sinon ce ne serait pas là. D'accord. Ce qui est fou, et là derrière, donc on voit immédiatement l'entrée d'air supplémentaire pour le réacteur, donc. Oui, tout à fait. Et quand on fait le compte, on est à une quinzaine de trappes. Sur le JSF opérationnel, on est à 9 trappes supplémentaires. 9 au total. D'accord. Et si on compte aussi les trappes les ouïes latérales là, pour la sustentation, ça fait un nombre incalculable de trappes qui doivent s'ouvrir et fonctionner pour que l'atterrissage se déroule normalement. Il faut que tout s'ouvre. S'il y en a une sur les 15 qui ne s'ouvre pas, c'est mal parti. Oui, il faut que ça s'ouvre. Voilà. Il faut que ça s'ouvre. D'ailleurs, est-ce qu'il y a moyen de forcer l'ouverture? Est-ce que c'est ça dépend. Par exemple, je ne sais pas trop, je dois dire. Mais par exemple... Est-ce qu'il y a des dispositifs pyrotechniques pour forcer une ouverture qui se ferait mal ou... C'est compliqué après à gérer. Il y a peut-être des systèmes de débrayage pour certaines qui consistent... Pour l'arrière, par exemple, ce que je ferais si j'étais américain, je mettrais quelque chose qui permet que la tuyère elle-même force l'ouverture des trappes, quitte à ce que les trappes soient un peu abîmées. Voilà, c'est ça. Pour l'avant, pour la soufflante avant, le minimum, c'est d'avoir un système de libération qui fait que les verrous sont ouverts et que les trappes vont s'ouvrir.
Par contre, pour tout ce qui concerne les trappes d'extrado, compliqué. Faut que ça marche. Ouais. Et puis les trappes latérales pour le contrôle de roulis, l'air comprimé. Rolling post, hein, je crois que c'est Oui, les roll post. Roll post, ouais. Logiquement, l'air comprimé du réacteur devrait... Quoique non, puisque en fait, les roll posts sur le F-35 sont verrouillés au niveau de leur sortie. Ah non, ce que tu peux faire, c'est libérer le verrou. D'accord. Le verrou, tu le pilotes, ou bien si le vérin ne marche pas, au minimum, tu peux essayer de libérer le verrou. Et les deux, si possible. Parce que comme ça fait les roll posts font 8% de la poussée, il vaut mieux que les deux s'ouvrent en même temps. Mmh. Sinon, c'est pareil, alors voilà la configuration Boeing telle que je l'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire une grande voilure delta qui contient tout le carburant, un fuselage avant très court, un réacteur qui se trouve quasiment directement derrière le pilote, mais largement en dessous de la voilure, 2 dérives, et voilà, 4 gouvernes dans la voilure. Une entrée d'air ventrale. Et puis roule ma poule. Une entrée d'air ventrale, avec un petit détail concernant un avion qui est supposé être discret, c'est que l'entrée du moteur se trouve 2-3 mètres derrière l'entrée d'air. Et en vue directe. Alors, deuxième détail amusant, c'est que l'entrée d'air doit être à lèvres minces. Et donc, pour faire le vol stationnaire, l'entrée d'air est supposée, et c'est ce qu'ils ont fait au début, s'avancer de au moins 50 cm et dégager une deuxième entrée d'air qui, elle, a des lèvres très arrondies. C'est ce qui explique ce que l'on verra plus tard, à savoir un X-32 en stationnaire ou pas. Voilà, alors ça, c'est la configuration interne de l'avion. Finale. Et effectivement, on voit bien ce que j'ai expliqué en gros, avec un détail. Alors, pour que l'air sorte au niveau du centre de gravité, il faut quand même pas oublier de fermer l'arrière de la tuyère. Alors, elle se ferme comme un bouchon. Ce qu'ils ont fait, d'abord, c'est une tuyère vectorielle, façon F-22. Et ils utilisent une technologie qui avait été validée sur un F-15 expérimental qui s'appelait le F-15 SMTD, où sur ce F-15, ils avaient expérimenté 2 choses, la fermeture complète de la tuyère et un dispositif d'inversion de poussée, en vol ou au sol. En vol aussi En vol aussi, oui, pour faire de la forte pente. Pour faire de l'approche forte pente. C'est-à-dire qu'il fermait, et ensuite, pour faire l'approche, il baladait les persiennes de sortie, soit vers l'arrière, soit vers l'avant. D'accord. Et pareil, vers le bas ou vers le haut, c'était ouvert des deux côtés, pour éviter d'avoir un pitch qui aurait été incontrôlable. Donc sur ce F-15 SMTD, qui avait aussi des canards d'ailleurs, ils avaient expérimenté pas mal de choses qui avaient été intéressantes, et Boeing avait tout simplement récupéré le composant, en disant puisqu'on sait fermer une tuyère, fermons-la. Petit détail, le moteur se trouve à l'avant et la tuyère se trouve à l'arrière. On est bon pour payer 3-4 mètres de tuyère, un tuyau qui est là pour raccorder. Bon, ok, très bien. On met les isolants qui vont bien et puis c'est bon. Et donc les soutes d'armement sont sur les côtés. Oui, on distingue Alors là aussi, c'est pas formidablement enthousiasmant d'avoir les turbines du moteur qui se trouvent dans le plan des missiles, soit des moteurs des missiles, soit des têtes explosives des missiles. Après, c'est compliqué. Sur des avions compacts comme ça, il y a guère que le A-10 qui a réussi à bien séparer la propulsion des munitions, du carburant. Voilà. Les GSF actuels n'est pas mauvais non plus. La soute d'armement est entièrement en avant du train d'atterrissage et le moteur est entièrement en arrière. Sachant que la soufflante du F-35, le B dont on parle, ne peut pas exploser. Oui. Elle ne peut pas exploser dans la mesure où il n'y a pas de turbine. Donc dès qu'il y a une rupture de quelque chose... Il n'y a pas de carburant qui arrive. Il n'y a pas de carburant qui arrive, mais dès que l'arbre casse, ce qui n'est pas une bonne affaire, mais dès que l'arbre casse, la soufflante s'arrête. Elle perd des tours et elle ne s'emballe pas. Et puis je crois qu'elle est aussi très très bien contenue. Il y a un blindage autour oui, pour protéger le pilote aussi. C'est un blindage type fan d'avion civil. Oui. Il faut simplement que les pales de la soufflante
soit contenue. Oui, oui. Donc en gros c'est du Kevlar. Qu'elle vienne pas découper le pilote. Oui, ce serait, oui, tout à fait. Mais le pilote, il est un siège éjectable, le pilote. Oui, oui, bien sûr. Cela dit, siège est endommagé. Oui, tu as raison, il vaut mieux, oui. Parce que si le siège est endommagé, il ne peut plus sortir, mais c'est désagréable. Donc voilà les deux JSF. Ça, c'est une belle image. Boeing d'un côté et Lockheed de l'autre, Lockheed Martin. On voit qu'en gros, le Boeing n'était pas particulièrement fin non plus, mine de rien. Personnellement, je me fous de la gueule du F-35. Mais le X-32 n'était pas... Le mettre au couple est impressionnant, oui. Le X-32 n'était pas particulièrement esthétique, ni même très fin. Simplement, les deux machines prenaient acte du fait que le moteur poussait énormément. Un dernier commentaire sur la présence... Oui. Voilà, clac, des carénages de train. C'est ça, sous la oui, voilure. tout à fait. Ouais. Ça, c'était quand même assez étonnant aussi. Ça faisait quelques dizaines d'années qu'on n'avait pas vu des carénages de train se balader sous une voilure. Alors, la structure du train d'atterrissage, la jambe de train, se trouve sous le caisson de voilure. Oui. Et ensuite, la roue à plat se trouve dans l'avant du caisson de voilure, à un endroit où il ne travaille pas beaucoup. D'accord. Donc, on a une échancrure du caisson avant. Par contre, c'est comme le F-14 ou d'autres, la jambe de train n'entre pas dans la structure de la voilure, elle est juste dessous. Oui. C'est une solution très, très intéressante structurellement. Ça ne traîne pas beaucoup, et ça permet de faire disparaître... De préserver la voilure. Ça permet de faire disparaître le train. Il n'est pas du tout dans le fuselage, donc le fuselage est libre. Par contre, quand même, il mange un peu de place pour les emports sous voilure. Mais comme il se rentre de face, c'est pas la pénalité d'un Eurofighter ou d'un Mirage 2000. C'est le moindre mal. Alors voilà le moteur du X-32 dans ses œuvres, à savoir, donc là on voit les deux tuyères qui sont en position verticale. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit quand même que l'avion, il est passablement haut. Alors, c'est pas sûr. Il est énorme, cet avion. Il ne touche pas forcément le sol. Il est énorme, pourquoi ? Parce que, bien sûr, le moteur se trouve entièrement sous la voilure. Ça prend de la hauteur à force. Enfin, s'il ne touche pas le sol, c'est de quelques centimètres, mais c'est quand même pas des nains, les types. Oui, tout à fait. C'est impressionnant. C'était une très grosse bête. Enfin, c'est surtout que le train touche peut-être le sol, mais l'amortisseur est complètement oui, il doit détendu. être remonté, tout à fait. Il doit être sur chandelle, effectivement. Ça doit être ça, surtout. Les gens leur reprochaient à cet avion d'être tout simplement ridicule, quoi. Entre autres. Sachant quand même qu'au niveau signature radar, il y a cette histoire de face avant moteur qui était quand même très près de l'entrée d'air. Et qui demandait un dispositif de masquage de furtivité qui n'était pas monté sur le X-32. Oui. Comme souvent sur les prototypes américains, ils font voler des machines dans lesquelles il y a certains dispositifs de signature ne sont pas présents. On voit bien aussi la place de l'atterrisseur principal, donc sous la voilure. Qui va rentrer. Mais c'est vrai que c'est très plat quand même, le logement. Oui. La trappe est de grande taille, mais c'est très plat. Ouais. Donc voilà l'avion avec ses deux tuyères ouvertes. Non, enfin là, c'est pas, il est en vol. Ouais. Donc un petit train d'atterrissage avant, tout très simple. Là, l'avion est réduit à son minimum possible en forme en plan. C'est la configuration qui était proposée pour l'atterrissage vertical et l'US Air Force. Les trois versions du JSF Boeing avaient beaucoup de communalité parce que finalement la voilure était quasiment la même. Le Navy avait juste des petits bouts de voilure en extrémité supplémentaires, mais les avions partageaient beaucoup de pièces en commun, beaucoup plus que pour Lockheed. Et encore, Lockheed survendait la communalité, puisqu'on s'est vu on s'est rendu compte après dans les faits qu'il y avait bien sûr, finalement assez peu. Alors, Boeing avait quand même besoin de systèmes de contrôle de lacets, de roulis, pardon. Chose que Lockheed a évité par un dispositif assez subtil. Les fameux roll-posts. Oui, les roll-posts. Disons qu'ils se sont donné pas mal de mal. Les roll-posts, d'ailleurs, on va profiter de cette image pour montrer qu'ils sont beaucoup plus près de l'emplanture, donc il y a moins de moments de force disponibles. Oui, il y a moins de moments. Mais tout dépend aussi de la... Je pense que Lockheed a aussi travaillé la température des jets. Et finalement, mettre les roll-posts à cet endroit-là, c'est-à-dire pas très loin du centre de gravité, pas très loin du train d'atterrissage, avoir comprimé l'air
à un facteur à peu près 3 ou 4 et l'éjecter à cet endroit-là, c'était la garantie que le train d'atterrissage et la soute d'armement étaient environnés d'un air pas trop chaud. Et surtout, ce roll-post pouvait faire barrage à l'air qui sortait 3-4 mètres derrière, qui lui était quand même pas mal plus chaud. Donc c'était une barrière thermique aussi. Oui, barrière thermique. Sachant que la soufflante à l'avant, elle souffle de l'air quasiment frais, quoi. Oui. Il y a à peine 100 degrés ou même moins, quoi. D'accord. Donc là, le Boeing soufflait de l'air chaud directement au centre de gravité, il faut reconnaître. Ce qui n'était pas forcément la conclusion des travaux avec les Anglais. Oui. Donc clairement, disons que le Pentagone avait fait le choix du Boeing pour voir ce que ça donnait, quoi. En gros, j'essaie de ne pas avoir de remords. D'accord. De se dire, oui, est-ce que le X-32 aurait marché ? Ils mettent quelques billets pour s'assurer. Voilà, exactement. Et puis du coup, McDonnell Douglas s'est sorti. Et au passage, quelques mois plus tard, se font racheter par Boeing. Puisque McDonnell Douglas était en perte de vente du MD-11, qui ne marchait pas du tout. Ils avaient changé le numéro du DC-10, mais manifestement, ce n'était pas suffisant. Enfin, Boeing, après, a essayé de faire pareil avec le 737. Déjà, côté civil, McDonnell Douglas, c'était pas terrible. Et le fait de ne pas avoir eu le JSF, alors là, ils n'avaient plus que le F-15 et le F-18, qui sont des machines extraordinaires, mais qui n'étaient pas porteurs de chiffre d'affaires à 30 ou 40 ans. Donc, voilà, quoi. Boeing a... Le fruit était mûr. Ouais. Et Boeing avait du cash à l'époque. Alors là, le X-32, toujours. Alors celui-là, ce coup-là, il est au musée. Et on voit bien de quoi est fait le fuselage du X-32, c'est-à-dire c'est un trou, véritablement. On le voit très bien de part en part. On voit très bien comment est installé l'équipage. Ça pourrait être un stato-réacteur de l'Oduc, presque. Oui, voilà, exactement. L'équipage est carrément installé sur une nacelle au-dessus de l'entrée d'air. Et la voilure en fait... soutient la quasi-totalité des efforts structuraux de l'avion. Donc le pari structural était assez intéressant. Pour info, la verrière était celle d'un V8B, d'un arrière 2. Ah oui, qui pour avait été l'X-32, oui. Oui, pour celui-ci, oui. Pareil, on récupère bien les pièces déjà disponibles. Alors, est-ce que tu m'as mis... C'est quoi ça ? Ce truc, Ah oui, je vois. Alors, il faut l'agrandir. Tu crois que c'est la peine ? Oui, c'est la peine. T'es sûr que c'est pas une photo de vacances ? Non, vas-y, tu vas voir. Ah oui, d'accord. Ça m'intéresse énormément. Alors, voilà, ça m'intéresse énormément. Et ça, ce truc-là, j'ai toujours pas eu de retour clair de ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a ? Un avion Delta, il doit braquer ses ailerons vers le bas pour avoir de la portance à l'atterrissage. Logiquement, pour braquer ses ailerons vers le bas, il faut quelque chose à l'avant pour arriver à ne pas piquer du nez, en quelque sorte. Sur le Rafale ou quelques autres avions de ce genre, on a des canards qui participent à cet effet qui fait qu'on peut braquer les canards les ailerons vers le bas. Le X-32, il a ça, à savoir une plaque entièrement sur l'extrado de la voilure qui sort verticalement. Et on voit bien que les becs externes sont sortis. Mais là où ça m'intéresse, c'est la position des ailerons sur cet avion. Et les ailerons sont... Montre-les là avec ta baguette magique. Les ailerons, ils sont braqués vers le bas. Moi, je ne peux rien y faire. Alors évidemment, on pourrait dire, ah oui, mais c'est parce que le pilote est en train de faire une est en train de commander quelque chose. Le problème, c'est que j'ai plusieurs autres photos de ce type-là où on voit la même chose. Des ailerons braqués paisiblement à du moins 10 environ. Et cette surface-là que l'on voit, je vais l'éparer, cette gouverne, c'est pas une gouverne, hein, c'est une plaque. Pour moi, c'est un hypersustentateur. Et je ne sais toujours pas ce que ça peut donner dans un avion futur. Un avion Delta peut, grosso modo, à l'approche, avoir ses ailerons qu'à 0 ou presque. Parce que dès qu'il braque... À 0, c'est-à-dire horizontaux. Hein. Dès que les ailerons sont braqués vers le bas, ça veut dire que tu piques du nez. Tu commandes un piquage du nez. Tu veux plus de portance en approche. Donc tu voudrais sortir des volets. Et tu ne veux pas sortir des volets parce que si tu braques tes ailerons vers le bas, justement, tu vas piquer du nez. Il y a une contradiction qu'il faut résoudre d'une manière ou d'une autre. Il faut trouver, pour que les ailerons portent davantage vers le haut, il faut trouver un truc à l'avant de l'avion qui crée un moment vers le haut. Et donc,
Ce que Boeing a comme proposition sur ce sujet, c'est créer un tourbillon qui fait que il y a un tourbillon derrière cette plaque qui fait qu'il y a bien une dépression à l'avant de la voilure qui fait du moment cabreur. D'accord. Si tu as du moment cabreur à l'arrière, tu peux braquer tes ailerons vers le bas et tu as gagné en portance. Est-ce que c'est comparable à la solution trouvée ou mise au point ou utilisée par les Russes avec les Levcon à l'avant des... Par exemple, oui. C'est dans cet ordre d'idée aussi. Tout à fait. Disons que pour faire un avion qui traîne peu en supersonique, il faut une voilure delta, en gros. Et même le F-22 nous le dit. La F-22, c'est une voilure delta quand on la regarde. Au sens large. Hein. Voilà, au sens large. Donc, après, lorsqu'on veut se poser avec une voilure delta, il faut faire de l'hypersustentation. Alors, le F-22, il n'a pas de problème, il a des empennages, donc il sort les volets. Lorsqu'on a un vrai delta, on peut mettre des canards, on peut mettre un ensemble de dispositifs. Le problème d'une voilure delta pour que les ailerons portent vers le bas, c'est d'avoir quelque chose à l'avant qui donne du moment cabreur. Qu'est-ce qu'on met sur le 2000 par exemple? Est-ce que c'est les aigrettes qui jouent ce rôle? Les aigrettes, non, pas trop sur le 2000, parce que les aigrettes rentrent en action à une incidence beaucoup plus forte. D'accord. Sur le Rafale, il n'y a qu'à regarder un Rafale en approche sur un porte-avions. On verra le Rafale. Les canards braqués à fond. Le Rafale, j'appelle ça les canards en chasse-neige. À savoir, ils sont braqués à plus 15, tranquillou. Et puis on voit bien que les ailerons sont vers le bas. Donc je repose ma question sur le 2000. Alors qu'est-ce qui... le 2000, de toute façon. Qu'est-ce qui est mis en œuvre comme dispositif? Rien. Il se pose. Donc il se pose un peu plus vite, quoi. Oui, il se pose un peu plus vite. C'est pour ça que le Rafale se pose plus lentement que le 2000. D'accord. Mais a priori, déjà... Non, le 2000, pourquoi il se pose lentement? Parce qu'il a une grande voilure. Hein. Il y a ça aussi quand même qui joue. Alors sur le JSF Boeing, il a lui aussi une grande voilure. Ça lui permet de mettre tout le carburant dedans. Enfin, disons que d'un point de vue fonctionnel de l'analyse de la bécane, on se dit, mince, c'est minimaliste, quoi. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu interpellé, cet avion. Et c'est ce qui me faisait penser que cet avion allait gagner le JSF. Et je me suis complètement gaufré. Il allait gagner la compétition JSF. Non, mais tu peux pas gagner une compétition aux États-Unis avec une solution minimaliste. C'est antinomique. Non, c'est que, grosso modo, les gens du savent, quand ils ont vu le X-32, ils ont dit, on ne monte pas là-dedans. Oui, bien sûr. On va être ridiculisé. Voilà. On va être la risée du monde entier. Exactement, sachant que... sachant que vraiment c'était un avion qui cassait trop les codes. Ils voulaient un avion isotradaire normal, etc., etc. Et puis ils achetaient une sorte de mini F-22 aussi, donc ils étaient en territoire connu. Sous F-22. Hein. Oui. Vraiment. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Oui. Autant le F-15 et le F-16, avec un moteur ou deux moteurs F-100, ils étaient contemporains. Ils étaient dans la même technologie et finalement, un pilote de F-16 ne se sentait pas dévalorisé, je dirais, par rapport à F-15. Bon, le F-15 était plus performant, très bien. Et plus performant au sens... Tout dépend aussi de l'échelle de mesure. Quand on regarde le F-35 et le F-22, non. Non, on n'est pas du tout dans la même cour, ni même dans les mêmes... on ne poursuit pas les mêmes performances. Et je ne sais pas ce qu'un pilote de F-16 dirait sous protection d'anonymat sur le fait, mettons, qu'il soit muté dans une escadrille F-35. Oui. Quoi qu'ils disent, de toute façon, c'est le cas. Ils sont mutés dans les escadrilles d'F-35. Ou alors, les vieux pilotes de F-16 sont mutés, et puis pour les pilotes de F-35, on prend des jeunes qui savent faire des jeux vidéo. C'est possible aussi. Mais oui, c'est ce qu'on disait aussi du passage précédent du Phantom au F-16, etc. Ouais. Mais disons qu'à la limite, pour être content d'être dans un F-35, il vaut mieux ne pas avoir volé dans un F-16 avant, je pense. On fera passer le message au Pentagone. C'est ce que je dirais. Le Boeing, en fait, le fait d'avoir prévu que l'US Navy allait avoir juste l'avion de base plus des petits bouts supplémentaires en bout de plume, ça faisait que l'ajustement de surface portante du Boeing était quand même beaucoup moins simple que pour le GSF Lockheed. C'est-à-dire, il suffisait en quelque sorte que l'US Navy... sur un coup de tête, disent « Ah ben non, moi je veux telle vitesse d'approche »,
et puis ils disent « Ah non, ça me plaît pas, je voudrais 5 nœuds de moins ». Pour que ça passe plus. Et que, à ce moment-là, le JSF, le X-32 de Boeing avait finalement assez peu d'éléments de réglage dans sa forme en plan. De marge de manœuvre, quoi. De marge de manœuvre. Aérodynamique. Aérodynamique et même au niveau conception, Ouais. il n'y avait pas tellement de possibilités d'ajuster quelque chose. Le X-35, finalement, dans le fait d'avoir décidé que la voilure serait plus grande de partout, d'une certaine façon, il leur suffisait de dire « elle est plus grande de partout, je ne vous ai pas dit de combien, et puis quand vous me direz votre spécification, je vous dirai ». D'accord. Il y avait un élément de réglage qui permettait de dire à la Navy « vous allez avoir l'avion que vous voulez, et je ne touche pas aux 2 autres versions », où je l'ai fait différemment. Donc le X-35, avait des éléments de réglage en conception qui étaient un petit peu plus sympas, plus le fait de pouvoir tuner la soufflante avant, même assez tardivement sur le projet, c'est-à-dire changer son diamètre ou changer la puissance, c'était des éléments qui permettaient d'ajuster le centre de gravité. Cette histoire donc de vitesse à l'appontage, c'est pour ça qu'on a vu apparaître une profondeur. Alors effectivement, oui, excuse-moi, donc je reviens là-dessus. Boeing, durant la compétition, s'est retrouvé à devoir changer de configuration, et gravement, à savoir se retrouver avec passage delta en peiné. Alors là, d'une certaine façon, c'était quand même la cata, puisque assez peu d'essais en vol de l'avion X-32 pouvaient être directement transposés à cette nouvelle configuration. Donc ça, c'est une maquette, et ça en est resté là. Donc ça voulait dire 2 choses. Ça voulait dire qu'il fallait reprendre beaucoup de choses au niveau des essais en vol, puis ça voulait dire surtout vis-à-vis du client que finalement, d'une certaine manière, on s'est trompé, on revient en arrière et on choisit une autre architecture. Tout à fait, absolument. Donc ça craint, quoi. Oui, voilà. Et du coup, ils perdaient d'ailleurs une partie de l'avantage structural qu'ils avaient, puisqu'ils étaient obligés de faire des poutres avec des empennages à l'arrière, etc. Par sa faible masse à vide, Boeing a misé sur le fait qu'ils allaient faire une configuration qui allait être sympa en atterrissage vertical et que les 2 autres versions allaient pouvoir vivre de cette architecture. Ça, ouais. Lockheed, il a dit non, moi je vais faire du conventionnel, et puis ce sera l'avion à atterrissage vertical qui sera une bouse. Et donc voilà, c'est normal, puisque finalement c'est par définition l'avion qui très minoritaire dans la famille. Il est minoritaire, et en plus on s'attend à ce qu'il soit moins bon. Donc a priori... Tout va bien. Tout va bien. J'aimerais bien avoir les minutes de la réunion où a été décidé du bureau d'études de Lockheed, où a été décidé que finalement, on allait tout changer et mettre une profondeur. Chez Boeing, pardon, oui. Ouais. Et on allait mettre une profondeur et... Oui, ça a dû être chaud. Oui. Ça a dû être très chaud, oui. Ouais. Alors, attends, le X-32, il était payé par le Pentagone, hein. Oui, mais enfin, tout de même, grosso modo, ils devaient se douter qu'ils perdaient la compétition en changeant de cheval au milieu du guet. Oui, mais ils avaient racheté McDonnell Douglas. Ouais. Ils avaient le F-15 et le F-18 dans leur catalogue. Oui. On avance. Finalement, ils avaient peut-être obtenu... Parce que le X-32, faut quand même se dire, à un moment donné, il y a eu une phase B dans laquelle il n'y avait que McDonnell Douglas et Lockheed qui étaient en compétition, c'est-à-dire les 2 projets assez proches du début. Et Boeing a contesté et a dit « Je vais faire une phase B sur mon fric propre. » Sur fonds propres. Sur fonds propres. Et en fin de compte, va savoir si Boeing n'avait pas déjà dans l'idée de torpiller le McDonnell Douglas. Oui, quitte à ce que ça lui coûte un petit peu d'argent sur le début, exactement. Mais récupérer la mise en rachetant McDonnell Douglas. Pourquoi pas ? Va savoir. Ah, c'est le western, hein, qu'est-ce que tu veux ? C'est le Far West, je veux dire. Et là, bon, on ne pourra jamais trancher, mais l'histoire s'est déroulée de telle façon... Bon, il y a quand même pas mal de... Ce serait 18 coups d'avance, mais j'en sais pas plus. Donc voilà le F-35 Navy, donc avec voilure large, Navy, appontage classique. Absolument. Donc il est beau, là, il est presque beau l'avion. Là, oui, il est presque beau. Ouais. Par rapport à la poussée de l'avion, je dirais que la voilure qu'il a là est à peu près celle qu'il faudrait pour qu'il soit un avion de combat potable. La seule chose qu'il a, c'est qu'il a un train d'atterrissage trop lourd, puisque c'est un avion naval. Je ne devrais pas le dire, mais je pense qu'il manque un F-35D, qui serait cet avion-là, mais sans le train naval, pour le Air Force. On voit surtout la crosse trop courte, qui a fait couler beaucoup d'encre. Enfin, elle n'est pas trop courte, maintenant elle est bonne, mais Lockheed, quand même, Lockheed Martin, du coup, tu réfléchis, tu te dis, c'est quoi les derniers avions Lockheed ? Il y a le Viking, le S-3A.
qui datait un peu quand même. À être allé sur porte-avions Oui, être allé sur porte-avions. Tu as le C-130 aussi, de façon anecdotique. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, Lockheed s'est peut-être retrouvé un petit peu léger sur un certain nombre de... Le U-2 aussi, ça a récupéré une crosse. Oui, j'entends, mais du point de vue d'un avion opérationnel de combat, ils ont raté peut-être une ou deux marches sur des choses assez... Tout le monde l'a déjà banales. Oublié. C'est voilà, ils ont un moment de honte, ils ont oublié. corrigé le coup. Alors, ce qu'on voit aussi, excuse-moi, c'est qu'il y a là, déjà, on voit des poutres d'emport sous la voilure. Oui. Alors, ils se sont cassés la tête pour faire un avion strike, avec des armes lourdes dans le fuselage. C'est là que se termine finalement l'analogie F-16, F-15 et F-22, F-35. C'est que le F-35, c'est pas un F-22 monomoteur. On est loin du compte. Parce qu'un F-22 monomoteur, il ne transporterait pas des armes air-sol. C'est pour ça que c'est une véritable arme à glace. Et la raison pour laquelle c'est une arme à glace, c'est que quand les mecs de Lockheed, ils ont vu la taille du moteur pour faire l'atterrissage vertical. Quand tu parles de l'arme à glace, tu parles du mètre-couple du fuselage, la largeur du fuselage. Lorsqu'ils ont fait l'équilibre en voyant quelle est la poussée du moteur pour faire l'atterrissage vertical, ils ont conclu qu'effectivement, le moteur est monstrueux. Puis ils ont dit, finalement, pour cette poussée-là, on peut se lâcher, quoi. Donc on peut faire un avion avec une largeur énorme, on peut faire l'avion très court, c'est ce qui se passe. Donc pour toi, c'est la puissance disponible qui a entraîné effectivement cette... Oui, c'est vrai que ce volume... L'enchaînement de la conception, c'est de constater qu'il fallait un moteur qui poussait énormément. 20 tonnes, c'est ça, avec dans ces eaux-là, avec PC. Oui, avec PC. Sachant que quand tu es en atterrissage vertical, il n'y a pas la PC. Faut pas oublier. Bien sûr. Donc finalement, ils ont été pragmatiques par rapport au fait, on peut y aller, en quelque sorte. La traînée, on verra bien. Moyennant quoi, ils sont tombés... disons que le moteur pouvait faire la vitesse ou quelque chose comme ça, mais il ne pouvait pas faire la consommation. Et c'est là qu'ils se sont pris l'élastique dans la figure. C'est que des avions avec un tel fuselage, avec des bosses dans tous les coins, avec une largeur pareille, eh bien, ils se sont pris une grande claque dans la figure en subsonique. Et du coup, ils n'ont pas fait rien en action qu'ils voulaient. Bien sûr. C'est là. Ils ont regardé en quelque sorte les perfos cinématiques, mais en conso, ils se sont pris quelque chose. Disons en traînée, c'est la traînée pour laquelle ils se sont pris quelque chose. Alors cette photo est incroyable. Tiens, oui, on peut. Oui. Alors là, oui, elle est incroyable. On l'aime bien. Traille un avion. Ouais, on l'aime bien. Donc allez, en partant du haut vers le bas. Donc ici, on a la grande trappe qui ferme la soufflante. On voit même ici le bombé à l'intérieur de la trappe qui vient enrober le moyeu de la soufflante. Derrière ici, on voit les entrées d'air additionnelles qui alimentent le réacteur qui est juste derrière, en fait. Le réacteur est tout près derrière cette entrée d'air. Il y a à peine 1 mètre. Et alors, vers le bas, alors là, on n'en finit pas. On va faire une visite de l'avant vers l'arrière. Vous n'oublierez pas le guide en partant, d'ailleurs. On a d'une part, bien sûr, le train avant avec les portes ouvertes, mais ça, c'est banal. Suivi de la soufflante, des portes d'ouverture de la soufflante. Suivi de... Alors, on ne voit pas trop, mais les roll-posts qui sont sur les côtés, sous la voilure, on ne les voit pas bien. Il y a peut-être une autre image où on les voit mieux, mais enfin... Les roll-posts qui permettent de faire le roulis sous la voilure. Suivi des trappes à l'arrière qui permettent à la tuyère de basculer vers le bas. Suivi, alors, cerise sur le gâteau, d'un effet qui vient du arrière et qui permet d'améliorer un petit peu la portance au tout dernier mètre à l'atterrissage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça vient c'est une sorte de bonne surprise sur le arrière. Totalement empirique. Qui avait Oui, pas été totalement prévu. empirique, une bonne idée. Et puis les Anglais, quand il y a quelque chose qui passe, ils le prennent. Le Harrier était un avion beaucoup trop petit pour loger les canons dans la cellule. Donc, et puis les canons dans la cellule seraient fait un avion trop lourd. Donc ils ont dit on va mettre des canons optionnels. Puisque les canons sont optionnels, on les fait démontables.
Et compte tenu de la configuration du arrière, ils disent bon, ben, on peut mettre les canons de chaque côté du fuselage sur le dessous, sur les côtés du moteur. Et des pilotes, durant les essais en vol de ces pods, ont dit mais c'est vachement bien, parce que quand je me pose verticalement avec les pods, il y a un coussin d'air. Les pods canons, oui. Les pods canons. Il y a un coussin d'air qui se crée dans les derniers décimètres, qui fait que la poussée augmente lorsque j'approche du sol, et donc l'avion atterrit... gagne un petit peu, quoi. Gagne un petit peu, et donc j'atterris plus doucement. Alors, bon, ils vérifient, comme d'habitude, on va en souffler, etc. Très bien, c'est vrai, l'essai en vol. Du coup, bah, ils sont vachement contents. Et puis, ils disent, bah, quand il n'y a pas les pods, on va mettre des plaques qui vont faire la même chose que les pods. Et puis, comme ils ont ouvert le dossier, ils disent, bah, tiens, bah, finalement, peut-être qu'en mettant une plaque à l'avant, ça va améliorer les choses. Et effectivement, une plaque à l'avant améliore la portance. Et donc, il y a une sorte de caisse sous le arrière qui fait une surpression, qui fait coussin d'amortisseur, en quelque sorte. Alors, sur le GSF, bah, la plaque vers l'avant, ils ne peuvent pas parce qu'il y a la soufflante. Mais ils s'aperçoivent qu'il y a des portes de soute qui peuvent finalement être ouvertes. Faire office. Et qui font exactement la même chose que les plaques. Moyennant quoi, ben, quand l'avion se pose verticalement, ils ouvrent les soutes internes. Et alors, bah, c'est les AMRAAM qui en prennent plein la figure, puisque sur ces soutes internes, il y a les missiles RR, les AMRAAM. Avec des autodirecteurs. Avec des autodirecteurs et tout team. Alors bon, j'imagine que les AMRAAM, je ne sais pas trop, mettons qu'ils acceptent l'acoustique, ils acceptent la température. Mais bon. Quand tu dis acoustique, c'est les vibrations aussi, quoi. Oui, tout à fait, les vibrations. Est-ce qu'elle est obligatoire, cette ouverture des portes de soute, ou est-ce qu'elle est optionnelle? Est-ce qu'on peut concevoir qu'il se pose avec les soutes fermées sur porte-avions, à la verticale, hein? Je sais pas. Bon. Alors attends, le vertical pur, attention. Si jamais tu fais un atterrissage roulé, à mon avis, il n'y a aucun effet de ce type-là, autant garder les soutes fermées. Parce que lorsque tu ouvres la trappe interne ici, celle-ci, mais que tu n'ouvres pas la trappe externe, il y a dans la cavité de la soute des courants d'air et des remous qui rentrent là-dedans. J'irai pas. J'irai pas. Donc voilà le foutoir GSF à l'atterrissage vertical. Alors donc, puisque le tremplin fonctionne, tant que je gagne, je joue. Et là, donc, on voit un F-35 qui sort d'un tremplin. Avec l'aérofrein sorti sur le dos, donc, la magnifique écope. Oui, tout à fait. Ouais. Et toujours le fait que le siège éjectable va forcément passer à côté, disons au-dessus. Alors, on voit aussi que les empennages sont braqués. Bon, alors ça, de toute façon, à la vitesse où ils avancent, les empennages, je pense qu'ils sont dans une position pour donner de la portance, un point, c'est tout. Là, quand il est là, il est encore sous l'empire du contrôle du moteur. Il a ses commandes de vol, mais ça doit commencer à s'exprimer. Alors, on voit bien là, quand même, que l'avion, il doit prendre, 10 ou 15 mètres secondes vers le haut, qui fait qu'il va monter peut-être 20 ou 30 mètres, et ça lui donne, comme pour le arrière, une rallonge de longueur pour prendre sa vitesse nominale. Et d'ailleurs, tu peux zoomer là, dans quelle position est la tuyère? La tuyère, elle doit complètement braquer vers le bas. La tuyère doit choisir entre est-ce que je pousse vers le bas parce que je vais retomber, ou est-ce que je pousse vers l'avant pour prendre de la vitesse? Entre les deux, là, à 45 degrés. Ouais. Donc là, la réponse est ça se calcule. Oui, ça se calcule. Ça se calcule et voilà tout. Et on peut faire confiance. Ils ont trouvé le meilleur angle. Mais tout ce foutoir-là bouge en fonction de l'accélération de l'avion. Gros plan sur le mixeur, donc. Le mixeur du X-35. La soufflante qui est immédiatement derrière le siège du pilote. Ouais. Donc là, biplace, s'abstenir. Mis à part, c'est ce que je réfléchissais l'autre jour, c'est pareil, faire un biplace sur un F-35, tu te dis que rallonger la pointe avant, c'est pas possible, parce qu'il faudrait trouver de la masse, il faudrait en gros trouver de la masse à l'arrière. Donc, je sais pas, reculer les empennages, enfin, ça devient compliqué.
Mais il y a une solution. Côte à côte. Voilà, il y a une solution bien britannique Oui. qui est de se débrouiller pour faire un cockpit genre Prowler, Intruder ou autre, côte à côte, avec 2 gars bien tassés l'un contre l'autre. Pas le Hawk, pardon, le... Lightning. Ah, le Hunter. Le Hunter, voilà. Le Hunter, Ouais. oui, tout à fait. Mais oui. Non, mais il y a encore une autre solution, c'est de mettre le 2e siège dans un simulateur. Tout simplement. Faire ça au simulateur. Hein. Non, on peut aussi mettre le 2e siège au-dessus du réacteur, entre les dérives. Non, ça prend trop de place. Non, ça ne marche pas. Mettre un grutier aussi dedans. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi sur la soufflante, on ne le voit pas là, mais c'est que tu as deux rotors contrarotatifs. Oui, tout à fait. Contrarotatif, parce qu'il faut absolument que la vorticité du jet ne donne pas à l'avion une tendance à tourner sur lui-même en fasse pas une toupie, quoi. Exactement. Alors ça, c'est le bonheur de Rolls-Royce. Là, on est dans le domaine absolu de ce que Rolls-Royce sait faire. Les moteurs verticaux de Rolls-Royce des années 60 étaient tous à rotor contrarotatif. Comme le Pegasus, d'ailleurs. Le Pegasus aussi, contrarotatif. Pour qu'une variation de régime ne donne pas de l'effet gyroscopique. Ouais. Alors voilà le foutoir de la soufflante en elle-même. Ici, on voit le système de raccordement et d'embrayage de l'arbre qui vient du réacteur. Et là, on voit un dispositif assez complexe qui permet de choisir entre une poussée purement verticale et une poussée qui orientera l'air de plus en plus vers l'arrière. D'accord. On voit la soufflante elle-même. Donc la poussée est vectorielle aussi sur la soufflante. Oui, tout à fait. Ouais. Mais uniquement dans l'axe. Oui. On ne donne pas de... D'accord. Donc c'est un truc quand même, ça fait son poids, ce truc-là. Puis ça prend de la place, hein. Tu pourras mettre du pétrole à la place de ça. Hein. Pardon ? Je dis ça prend beaucoup de place aussi. Oui. C'est 1,20 m de diamètre. C'est quand même... Oui, c'est ça qui fait d'ailleurs que le JSF et ses soutes d'armement. Alors on voit d'ailleurs que le système de sortie, là je vais mettre là, voilà, le système de sortie est relativement étroit. Parce que ce système est déjà obligé de négocier avec le fait qu'il y a des soutes sur les côtés à cet endroit-là. Voilà. Donc là, c'est une autre vue de la bête. Une autre vue, absolument. Où on voit la même chose. En fait, compte, c'est la même configuration. On voit surtout que la tuyère arrière est complètement à nu. On voit tous les dispositifs de basculement et de vérin. Alors, on voit aussi que, ça, c'est plutôt de la discrétion que du décollage vertical. Ouais. On voit que la forme des pétales. Les pétales sont découpés. Ce n'est pas pour des questions de chevrons anti-bruit, comme sur les gros porteurs. C'est pour la discrétion. Et l'autre chose, on voit que les pétales sont blanches. Les pétales sont blanches, alors que d'habitude, il faut reconnaître que la suie fait plutôt des pétales noirs. Il est tout à fait probable que ces pétales soient refroidis par air comprimé, par film d'air comprimé, pour réduire leur température, pour des questions de signature infrarouge, et surtout pour empêcher le dépôt de suie, parce que les suies vont donner une longueur d'onde en infrarouge que les missiles infrarouges adorent. Ils adorent, oui. D'où le film La Suie, chien fidèle. Ouais. Donc si on enlève la suie, il est possible que les missiles infrarouges ne trouvent plus leur compte différemment. Je ne sais pas trop. Alors là, on voit les roll-posts effectivement ouverts. Alors là, en l'occurrence, les roll-posts sont sur le X-35, il y avait des papillons qui fermaient ces tuyauteries au niveau du moteur lui-même. Sur le F-35, ils ont directement décidé que ce serait les grilles de sortie qui fermerait le système. Et comment tu obtiens le temps de réaction avec l'air comprimé comme ça ? Est-ce que ça veut dire que ça souffle en permanence ? Ça souffle en permanence. Donc quand tu ouvres, dès que tu ouvres, la pression est là. Quoi. Il faut, dans tous les systèmes, pas seulement le F-35, un moteur déteste que l'on change le prélèvement d'air ou mécanique qu'on lui prélève. Sans prévenir, parce que le moteur fonctionne au plus près de sa ligne de pompage, de l'endroit où il est optimum.
Par conséquent, à chaque fois qu'on tripote le prélèvement mécanique, qu'on introduit une variation, oui, il vaut mieux soit le prévenir, soit le faire le moins possible, quoi, en gros, le plus lentement possible. Lorsqu'il s'agit de faire du contrôle de jet, par exemple, sur le arrière, le pilote, il attend le dixième de seconde pour qu'il ait, parce que c'est des gens nerveux, c'est des gens. Ils sont pas comme nous, ouais. Oui, ils sont. Donc, il fallait attendre que le prélèvement d'air change pour que la commande ait lieu, c'est pas la peine. Donc le prélèvement a lieu en permanence et les jets fonctionnent en permanence. Le contrôle par jet fonctionne en permanence. Et en gros, ce qui est commandé, c'est juste la direction dans laquelle le jet a lieu. Là, les roll-posts, ils sont extrêmement proches quand même du moteur. Et sur les 1 mètre ou 1 mètre 50 que tu as, allez, je te le vends à 2 mètres à tout casser, bon, faut reconnaître que le temps de réponse est correct. Par contre, le bras de levier n'est pas formidable, mais comme il y a au total 8% de la poussée sur les roll-posts, il y a quand même la puissance qui va bien. Et on voit d'ailleurs l'empennage qui est complètement braqué vers le bas. Lorsque vous êtes le jour où tu seras en vol vertical stationnaire, tu n'oublieras pas d'essayer d'effacer tout ce que tu peux des surfaces horizontales, parce que l'air qui est autour des jets, que tu le veuilles ou non, a envie de partir avec les jets. Et si jamais tu as une grande plaque, qui est au-dessus du jet, bah, l'air, il va chercher à contourner la grande plaque. Et ce faisant, il prend de la vitesse et il risque fort de créer des surpressions ou des dépressions tout à fait désagréables pour le bilan global. Donc, tout ce qu'on peut effacer en surface horizontale, par exemple, mettre les volets à 0, à 90, pardon, sur le arrière, les volets sont à 90 lorsqu'il est en vol vertical, lorsqu'il est en stationnaire. Alors là, le F-35, ils ont mis les empennages le plus possible à piquer pour que ça accompagne environ le jet qui se trouve au niveau de la tuyère arrière. Environ. Mais là, c'est pareil, on fait ce qu'on peut avec le compromis qu'on peut faire. Là, on a une vision donc synthétique du cheminement, des axes de poussée, on va dire. C'est là que le F-35 est quand même remarquable. Ils ont bossé, quand même, ils se sont donné du mal. C'est qu'il n'y a aucun système de contrôle d'attitude en dehors de ce que l'on voit. Contrairement à pratiquement tous les autres avions à atterrissage vertical, il n'y a pas de tuyauterie qui vont en bout de voilure, au bout de fuselage, etc. Tout se fait avec les éléments gris que l'on voit ici. Il n'y a pratiquement pas de tuyauterie, d'ailleurs, à part les deux qui vont au roll-post, qui sont très limités. Ouais. Tout à fait. Cela étant, ça ne veut pas dire que la structure n'est pas impactée. Mais en particulier, par exemple, ce que l'on voit, c'est que... Oui, je vais le faire comme ça, excuse-moi. C'est que le réacteur rentre quand même pas mal dans l'avion. C'est-à-dire que les soutes d'armement, elles ne sont pas très loin du réacteur, de la face avant moteur. À tel point que toute la structure qui tient les voilures est autour du moteur. Autrement, c'est la raison pour laquelle, pour sortir le moteur, il faut reculer le moteur. Parce qu'il n'est pas question d'ouvrir les cadres qui sont qui sont à ce niveau-là. C'est l'intérêt d'avoir un bimoteur par rapport à un monomoteur, c'est que le moteur est plus court dans un bimoteur. Par conséquent, le moteur est en arrière de la voilure. Lorsqu'on a un F-35 ou un F-16, dont le moteur est très long par rapport au fuselage complet, eh bien, le moteur fait intrusion dans la structure de tenue de la voilure, et donc tu es obligé de reculer le moteur. Sur un F-16, c'est pas très grave, tu as de la place sur les bases aériennes. Sur un avion qui est embarqué, c'est une autre paire de manches. Oui, tout à fait. C'est pas une critique, pas une critique pour le F-16, mais disons que la Navy a été obligée d'avaler au moins 2 couleuvres, avoir un monomoteur, alors que clairement les pilotes marins n'aiment pas être en monomoteur. Et l'autre chose, c'est justement ce recul du moteur pour le démontage. D'autant que c'est pas simple à démonter. Il y a quand même pas mal de choses à déconnecter. Tout à fait, il y a quand même un gros boulot. Mais là, je te parle des 3 versions. Les 3 versions subissent cet effet-là. D'accord. Le Navy aussi, il a le problème du recul du moteur. Problème qui n'est pas qu'on ne trouve pas sur le Rafale ou sur l'F-18, puisque là, le réacteur est en arrière de la voilure et on peut le faire tomber à la verticale. Voilà. Donc toute la structure primaire qui tient la voilure est entièrement en avant du moteur. On n'est pas impacté. Donc on est tranquille.
Encore une belle image du bazar. Oui, on voit quand même ce que sont les tripailles autour du moteur, par exemple. Oui. Et là, on voit donc ça, c'est toujours un... Elle est très intéressante, celle-ci. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un Navy, celui-là. Il y a le canon à l'extérieur. Ouais. Donc, on voit le train qui rentre. C'est des images qui m'intéressent toujours, de voir la cinématique du train durant sa rentrée. On le voit souvent sortir et rentrer. Mais là, ce que l'on voit, c'est qu'en fin de compte, c'est quasiment un train F-14. Il est implanté très haut sur le fuselage, à l'emplanture voilure, sous l'emplanture voilure. Et le pneu rentre de telle sorte de rentrer dans l'apex voilure, ou pas très loin de l'apex voilure, à plat. Ce qui fait qu'il a une empreinte. Son parcours de rentrée est quelque chose d'assez frontal. C'est une façon de rentrer le train qui est assez agréable du point de vue de la conception, puisqu'il n'est ni vraiment dans le fuselage, ni vraiment en voilure. Par contre, ça impose d'avoir un carénage qui prend toute la structure du train en arrière. Donc c'est une pustule supplémentaire dans la forme de l'avion. Il n'en est plus à ça près. Alors les pustules supplémentaires, justement, c'est pour ça que franchement, ils auraient eu tort de se priver. C'est pas ça qui manque sur cet avion. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fin de compte, c'est bien un Joint Strike Aircraft, un JSF, sachant qu'il est clair. Strike Fighter, sachant qu'il est parfaitement clair qu'il y a déjà des emports externes sous cet avion, en grand nombre, et les utilisateurs ont bel et bien l'intention d'utiliser les emports externes. En grand nombre, pas tant que ça, il y en a 6. C'est pas mal. Il y en a 14 sur le Rafale, qui est beaucoup plus léger. Mais dès l'instant qu'on vient te dire que c'est un avion discret, et que dès que tu veux l'utiliser, surtout, mettons, je ne sais pas comment les Marines vont faire pour prétendre prendre un JSF discret et aller faire le boulot du A-10. C'est aberrant, quoi. Enfin, je veux dire... Tu prends pas un avion discret pour aller voler à 1000 pieds en train de faire du strafing sur des gens qui tirent à la Kalachnikov. Donc ça n'a aucun sens, en fait, pratiquement. Le remplacement du A-10 par le JSF, c'est une aberration. La seule chose que les Marines ont été obligés d'accepter, c'est que l'avion à atterrissage vertical qu'on leur a proposé, il n'y a que ça. Donc tu le prends. Voilà. De toute façon, c'est plus le problème de l'US Air Force que des Marines, le remplacement du A-10. Le A-10, c'est un avion US Air Force. Oui, tout à fait, excuse-moi. Mais sur le fond, oui, ça ne change rien. Mais l'US Air Force s'assoit sur ce genre de détails. De toute façon, c'est pas... Mais du coup, dès que tu vois un avion US Marines à atterrissage vertical, maintenant, il y a des emports. Voilà. Alors, mais qui sont facultatifs, qui sont optionnels. Oui, bien sûr. Si tu as un scénario très spécifique qui fait que tu n'as pas besoin d'emport. On voit bien sur cette image aussi les soutes. On voit la largeur, le mètre couple du fuselage qui est incroyable. Oui, c'est incroyable, effectivement. Je crois qu'il y a 4 mètres environ de roue à roue, à peu près. D'accord. Et l'emplacement des trappes, donc aussi, qu'on devine sous le ventre. Des soutes d'armement. Oui, on a vu tout à l'heure les soutes d'armement internes. Les soutes d'armement externes sont encore plus grandes. Les portes sont encore plus grandes et on balade des armes jusqu'à 1000 livres, je crois, j'en sais plus. En plus, l'atterrissage vertical a des emports plus petits que ceux des deux autres versions. Oui. Donc malgré tout, ils ont été obligés de lâcher là-dessus. Tout ça pour arriver à faire un atterrissage avec, n'oublions pas, la difficulté des avions à atterrissage vertical, c'est ce qu'on appelle le bring back. C'est-à-dire, je suis parti avec des armes. Le minimum, c'est d'être capable de me poser sans être obligé de larguer les armes. Par exemple, c'était l'un des handicaps du super-étendard au Kosovo, qui était obligé de larguer... Au début. J'ai vu. Là, rapidement, parce qu'on a bientôt fini, mais on voit bien le carénage du train sous la voilure, la boursouflure pour abriter le train, l'ouverture des soutes. On voit aussi le carénage à l'arrière pour protéger la trappe, pour la masquer. La crosse, pardon, pour la masquer. On voit les missiles RR accrochés aux trappes aussi. Alors, oui, tout à fait, les missiles qui sont... Alors, c'est astucieux d'avoir mis les AMRAAM directement sur la porte interne, c'est pas mal. Pour revenir au bring-back, il faut bien voir qu'ils ont dû avoir des problèmes de masse à vide sur le F-35B, dans la mesure où les Anglais
en ce moment, sont en train de regarder des procédures d'atterrissage roulé. Et l'atterrissage roulé permet non pas d'atterrir verticalement, mais d'arriver sur le Queen Elizabeth avec, je ne sais pas, 30 ou 50 nœuds de face, qui permet de garder un peu de portance, qui permet peut-être aussi d'améliorer un peu le bring-back, face peut-être à des surprises de masse à vide sur le F-35B. Ce qui fait que finalement... Est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons d'endommagement du pont Aussi, oui, c'est vrai que... Avec la tuyère. Oui, c'est vrai que la tuyère arrière peut quand même... Elle est un peu abrasive. Hein. Tout à fait. Mais tout ça, parce qu'elle est assez proche du sol, faut reconnaître, parce qu'elle est basculée et donc elle est très basse. Voilà les soutes à munitions. Alors là, on voit une soute avec des SDB. Ouais. Des bombes un rack de 4 mini-bombes, enfin des bombes planantes légères, small diameter bombs, qui sont celles qui sont baladées aussi par le F-22. Ce qui est étonnant, c'est de voir la propreté aussi de ces équipements. On pourrait manger par terre, pratiquement. Enfin... Oui, mais ça se trouve... T'es où, là ? T'es en démo ? Oui, non, mais quand même, ils aiment bien que les choses soient claires et nettes. Alors, ils les peignent en blanc pour détecter plus facilement les fuites hydrauliques. Donc voilà, tout ce qui est propre est en bon état, et quand c'est sali, c'est qu'il y a un problème, quelque part. Et voilà, le mot de la fin, donc cet avion qui est quand même bien chargé. Ouais, il est très chargé. Et en fait, on peut le voir de différentes manières. Déjà, je ne suis pas sûr qu'il sache faire la très grande incidence, ça c'est certain. Enfin, ce qui est certain, c'est que j'en suis pas sûr, excusez-moi. Par contre, ce qu'on voit, c'est que cet avion, il a quand même très facilement de la condensation à l'extrado. Le truc rigolo, c'est par exemple de voir des Rafales et des F-35 côte à côte, dans le même nuage, à la même vitesse, où on voit les F-35 qui tirent des traînées de condensation de bout de voilure, pas possible. Pas qu'au bout de voilure d'ailleurs, partout. Ça fume de tous les côtés. Ouais. Avec le Rafale à côté, qui est tranquille, peinard, et qui ne condense pas. Alors il faut comprendre que les traînées de condensation, c'est décoratif, c'est extrêmement photogénique. Mais quand on voit une traînée de condensation pour certains angles, ça permet aussi de se faire une idée de l'écoulement sur l'avion. Et donc de la façon dont l'avion est sollicité en portance. Et on voit bien que le F-35A ou le F-35B, ils sont rapidement à condenser, c'est-à-dire à aller chercher des pressions d'extrado assez fortes, y compris tourbillonnaires, là où les avions, entre guillemets, normaux, se sentent encore très bien en portance conventionnelle. Mais bon. Le jingle de la presque fin. Le mot de la fin, parce qu'on va se quitter, François. Une question toute bête qui va te prendre à peu près 30-35 minutes pour y répondre. Est-ce que le F-35B, c'est le dernier d'une espèce ? C'est le dernier de la race ou des avions à décollage et atterrissage vertical ? Pour le vertical, oui. Pour le vertical, oui. C'est le dernier. C'est le dernier parce que même les Russes ont viré leur QT. On n'en a pas parlé beaucoup des Russes, effectivement. Les Russes ont viré leur QT. Le Yak 141 a été sans suite. Il faut comprendre que, je vais reparler de porte-avions, excuse-moi, grosso modo, tout le monde a bien compris, même les Français, qu'il faut des porte-avions d'une taille raisonnable. Tout le monde a bien compris aussi que les brins d'arrêt, c'est pas la mer à boire, enfin pas entièrement à boire. À l'appontage, donc. À l'appontage. Et les réacteurs actuels font que, pour le combat aérien, les avions de chasse, aujourd'hui, sont capables d'avoir des surfaces de voilure assez fortes, à cause du combat aérien. C'est-à-dire que les moteurs sont tellement légers qu'on peut doter ces avions de moteurs puissants et qui sont capables de charrier des surfaces de voilure assez fortes. Et quand on regarde ensuite ce que ces voilures font à l'appontage, on dit, ça passe. Ça passe. À quoi bon aller chercher midi à 14h Le plus extraordinaire, c'est le Sukhoi 27 et le MiG-29 qui ont été conçus sur l'architecture, la topologie du F-14, mais à géométrie fixe, avec les mêmes trains que le F-14. Eh bien, lorsque les Russes, après coup, se sont dit, tiens, est-ce qu'on peut les embarquer sur le Kuznetsov ? Ils se sont dit, ah oui, on peut. Et finalement, ils ont fait le MiG-29K, quasiment comme un follow-on de ce qu'ils savaient déjà faire, avec des modifications d'une certaine façon assez mineures. Enfin, mineures,
par rapport à, par exemple, ce que les Anglais ont essayé de faire sur l'Eurofighter, qui était Est-ce qu'ils ont vraiment essayé d'ailleurs? À part une ou deux belles images et une maquette Si, je pense qu'à un moment donné, Wharton a essayé, mais bon, ils ont quand même compris assez vite que c'était plus la peine. La configuration Sukhoi, F-14 Sukhoi 27, MiG-29 est nativement compatible de l'appontage. Et en fin de compte, les poussées du Sukhoi 27, par exemple, donnaient une telle voilure à l'avion que quand ils ont voulu apponter, ils se sont dit, bon, ben oui, on y va. Donc plus besoin de se casser la tête à essayer de tirer verticalement. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci François, on se reverra un de ces jours peut-être.